Les forces évolutives ou mécanismes évolutifs. L'idée est de proposer globalement 3 mécanismes évolutifs, les 3 forces évolutives qui expliquent au sein d'une espèce ou entre les populations comment évoluent ces populations au cours du temps. Alors ces 3 mécanismes ou ces 3 forces sont la dérive génétique, les mutations et enfin la sélection naturelle énoncée par Charles Darwin. La dérive génétique, si on en donne une définition, ce serait l'évolution au hasard des fréquences alléliques au sein d'une population au cours du temps. Alors cette définition elle est assez complexe, essayons de la décortiquer un petit peu. Une fréquence allélique va être le pourcentage de présence d'un allèle donné au sein d'une population. Prenons un cas concret, on va dire que pour un gène, j'ai 2 allèles, l'allèle grand A et l'allèle petit a. Et qu'à un instant T, à un instant donné, au sein de la population que j'étudie, j'ai 50% d'individus qui possèdent l'allèle grand A et 50% d'individus qui possèdent l'allèle petit a. Donc j'aurai une fréquence pour grand A de 50%, une fréquence pour petit a de 50%. Et je vais regarder au cours du temps, c'est-à-dire au cours des générations, comment évolue cette fréquence de l'allèle grand A. C'est la même chose que de regarder comment évolue la fréquence de l'allèle petit a, puisque je n'en ai que 2 dans mon hypothèse. Si je prends un effectif très réduit, exemple 10 individus, c'est très petit pour une population. Eh bien, qu'est-ce que je vais constater au hasard, en lançant les dés, par exemple? Eh bien, à un moment donné, ici, en quelques générations, je vais perdre l'allèle grand A. C'est le hasard. Et ce hasard, il est forcé parce que mon effectif est réduit. Je relance les dés et là, eh bien, je constate aléatoirement, au bout de 100 générations, j'ai toujours conservé l'allèle grand A et l'allèle petit a. Je relance encore les dés et là, cette fois-ci, au bout d'une cinquantaine de générations, j'ai conservé uniquement l'allèle grand A et j'ai perdu l'allèle petit a. Je relance encore les dés et là, au bout de 80 générations, j'ai conservé uniquement l'allèle grand A et j'ai perdu l'allèle petit a. Et puis là, ici, j'ai perdu l'allèle grand A et conservé l'allèle petit a. Ici, l'idée est de comprendre que à effectif réduit, cette évolution au hasard aléatoire des fréquences alléliques, finalement, elle est forcée et elle va très souvent vers la perte d'un des 2 allèles dans le cas où je travaille sur un gène qui ne possède que 2 allèles. Si maintenant je fais la même simulation mais avec un effectif beaucoup plus important, de 1000 individus par exemple, avec au départ une fréquence comme dans le cas précédent de 50% de grand A et 50% de petit a, qu'est-ce que j'observe? Eh bien au cours du temps, au cours des générations, je peux lancer X fois le dé, à chaque fois je conserverai et l'allèle grand A et l'allèle petit a. D'un point de vue évolutif, c'est lourd d'importance parce que finalement, quand mon effectif est grand, j'ai la chance de conserver une biodiversité, c'est-à-dire autant d'individus qui possèdent l'allèle grand A et autant d'individus qui possèdent l'allèle petit a. Alors je parle de chance, c'est important d'être tous différents parce que dans un dernier temps, je parlerai de la sélection naturelle. Au sein d'une population, plus les individus sont différents, plus la probabilité que certains survivent à un changement environnemental sera grande. Donc voilà la dérive génétique, c'est l'évolution au hasard, c'est vraiment important de comprendre ça, des fréquences alléliques. Dans cette dérive génétique, on peut pousser l'évolution à son extrême en illustrant ici l'effet de fondation ou l'effet fondateur. Si par exemple j'ai une population à un instant T, une population 1, avec un allèle A1 en orange, un allèle des individus porteurs de l'information A2, d'autres de l'information A3 et d'autres de l'information A4. Imaginons que j'ai une migration d'un petit effectif, d'un petit nombre d'individus. Par exemple, j'ai 2 A2 et 2 A4 qui migrent, qui se trouvent géographiquement isolés. Qu'est-ce qui va se passer si on applique cette notion de dérive génétique? Eh bien, dans cette population 2 à petit effectif, je vais très rapidement fixer l'un ou l'autre des allèles et me retrouver avec une population totalement homogène d'un point de vue allélique, avec soit que du A2, soit que du A4, qui va au cours du temps, au cours des mutations cumulées, ça va me permettre de faire une transition, va devenir de plus en plus différente de la population de départ jusqu'à parfois former une nouvelle espèce. Alors justement, les mutations, c'est une force évolutive très importante. Une mutation, c'est un changement ponctuel aléatoire dans la séquence en nucléotides d'un gène et donc c'est source de nouveaux allèles. Donc quand j'ai de nouveaux allèles, eh bien j'augmente la biodiversité au sein de ma population à plus grande échelle, au sein de mon espèce. Ces mutations sont parfois neutres,
neutres d'un point de vue évolutif, c'est-à-dire qu'elles n'apportent aucun avantage ni aucun inconvénient pour l'individu, et parfois elles sont positives face à l'environnement. Alors ça me permet de faire la transition sur la notion de sélection naturelle. L'idée, c'est juste de rappeler que la sélection naturelle est aussi un facteur important d'un point de vue évolutif et que finalement cette sélection naturelle, dans les grandes lignes, donc énoncée par Charles Darwin, c'est mon environnement change, ma population est faite d'individus différents. À un moment donné, certains individus vont avoir un avantage adaptatif par rapport à d'autres et donc vont se reproduire davantage. Darwin parlait de fitness, ils ont un pouvoir de reproduction plus important. En se multipliant plus, ils vont donc transmettre leur patrimoine génétique, leurs allèles, et donc au cours des générations, on va voir la fréquence des allèles sélectivement avantagés augmenter. C'est ça l'idée de la sélection naturelle. Il ne faut pas croire que l'environnement exerce une pression qui va faire muter les individus. Non, non, non. Les mutations, elles préexistent aux changements environnementaux. Et finalement, par exemple, dans le cas des insecticides, pourquoi on a des insectes résistants aux néonicotinoïdes? Ce ne sont pas les néonicotinoïdes qui ont fait muter les insectes, c'est jusqu'au sein d'une population d'insectes, il y a quelques individus qui ont une mutation qui leur permet de résister aux néonicotinoïdes, et donc ces individus-là, lorsque je mets le néonicotinoïde, eh bien ils ne vont pas mourir, ils vont survivre et transmettre ainsi à leur descendance le nouvel allèle. C'est ça l'idée de la sélection naturelle, il n'y a pas de finalisme caché derrière. Donc voilà, dans les grands termes, dans les grandes lignes, les forces évolutives que sont la dérive génétique, les mutations et la sélection naturelle.